Azkuna Zentroa Alondiga Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, La Guerra y la Tregua, el pasado y el futuro izeneko solasaldia izango da Bibiana Collado Cabrera irakasle eta idazlearen, Abdela Taia idazle eta kazetariaren, eta Ana Starobinetz kazetari eta idazlearen artean. Elkarrizketa honek 3 literatura biltzen ditu, hasiera batean paraleloak diruditenak, baina gurutzatzeko joera gutxikoak. Eremu geografiko desberdinetatik gaitzespen sozialaren esperientzia jorratzen dute beren literaturan. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada La Guerra y la Tregua, el pasado y el futuro, entre Bibiana Collado Cabrera, profesora y escritora, Abdela Taia, escritor y periodista, y Ana Starobinetz, periodista y escritora. Esta conversación reúne 3 literaturas que en un principio podrían parecer paralelas, poco proclives a cruzarse. Desde ámbitos geográficos diferentes, abordan en su literatura la experiencia del rechazo social. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation La Guerra y la Tregua, el pasado y el futuro, between Bibiana Collado Cabrera, teacher and writer, Abdela Taia, writer and journalist, and Ana Starobinetz, journalist and writer. This conversation combines 3 types of literature that initially might seem parallel and unlikely to cross paths. From different geographical areas, they address the experience of social rejection in their literature. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Bueno, creo que ya estamos colocados. Si me dejan. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí, esta conversación. La idea es que fluya, que vayamos conversando, que vayamos un poco atando lazos entre los diferentes libros. Y como yo sí he tenido la oportunidad de leer los libros de ellos gracias a las traducciones, pues voy a ser un poquito la que inicie. Quizá habéis estado buscando por ahí, por Google, o curioseando un poco sobre los libros. Los 3 textos que nos unen aquí son La vida lenta, de Abdela Taia, Tienes que mirar, de Ana Starobinetz, y Yeguas exhaustas, de Bibiana. Yo quería empezar señalando algo que me parece importante y que creo que nos va a unir. Contaros una pequeña historia. Mi madre se llama María y nunca fue al colegio. Eran 3 hermanos, 2 mujeres, un hombre, y el único al que llevaron al colegio fue al chico, que era el pequeño. De hecho, mi madre ni siquiera estaba inscrita en el registro civil, porque, en fin, en aquellos tiempos la inscribieron ya de bien mayor, casi cuando se iba a casar, que fue también cuando aprendió a leer y a escribir para sacarse el carné de conducir. Y yo, que soy su hija, Bibiana, soy licenciada en Filología Hispánica, doctora en Literatura Hispanoamericana, y estoy hoy aquí invitada por el Festival Internacional de las Letras de Bilbao con 2 escritores internacionales.
Así que lo primero que quiero deciros es gracias. Y si empiezo por aquí es porque creo que el origen, el lugar, la procedencia, las circunstancias van a ser clave en los 3 libros, ¿no? Van a marcarnos. En el caso de Yeguas Exhaustas, esa protagonista, esa Beatriz, va a estar constantemente viéndose en pequeñas situaciones, en anécdotas que parecen poco importantes, pero que le están recordando todo el tiempo cuál es el lugar del que viene, cuál es su origen y que no es como los que están arriba. También en el caso de La vida lenta va a pasar algo semejante, porque tenemos a ese parisino, también con sus estudios en literatura francesa, que sin embargo va a tener un lugar que no acaba de ser el lugar, ¿no? Comparten esos protagonistas esa especie de no acabar nunca de encontrarse en su sitio, porque hay un sistema y hay una circunstancia que les está recordando todo el tiempo que no es su sitio. Y de alguna manera también tienes que mirar, el lugar va a ser clave, porque va a determinar la imposibilidad de llevar a cabo ese ejercicio del cuerpo y de la maternidad como quizás sería más deseable hacer, ¿no? Entonces, creo que en los 3 estamos viendo sujetos que están marcados por las circunstancias, marcados por las procedencias, y que eso va a ser importante en nuestras escrituras. Así que yo quería daros paso y quizá que ese fuera el punto de partida, ¿no? No sé si Abdela quizá quisiera continuar y decirnos algo. Je vais l'apprendre avec grand plaisir. Buenas tardes. Merci beaucoup de nous avoir invités ici pour parler de choses très importantes, en tout cas pour moi, qui sont l'origine des origines, si je peux dire. Et je suis très ému que tu aies parlé de ta mère, Bibiana, parce que moi, je peux vous dire très certainement que je ne serais jamais devenu un écrivain si je n'avais pas été le fils de ma mère, d'une femme qui s'appelle Mbarka Allali, qui est une femme marocaine, qui vient de la campagne marocaine, à côté d'une ville qui s'appelle Beni Mellal, de la pauvreté la plus totale, qui a connu la colonisation française. La France a envoyé son premier mari faire la guerre, une guerre qui ne le concernait pas, qui est la guerre d'Indochine, dans les années 50. Et ce premier mari est mort en Indochine, le Vietnam aujourd'hui. Il est enterré là-bas. La France a donné quelques indemnités, un peu d'argent de cette mort à la famille de ce premier mari. Ils ont pris l'argent de la France et ils ont jeté ma mère dans la rue. Tout ça dans les années 50. Et après cela, ma mère, donc, qui avait, je crois, à peine 21 ans, elle a pu, je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé l'énergie ni la stratégie, non seulement pour survivre, mais pour trouver un nouvel homme avec qui faire 9 enfants. Et cet homme, le programmer, donc je vous parle d'une femme marocaine que le monde appelle analphabète. Alors, elle était tout sauf analphabète pour moi, cette femme. Et donc, c'est très important pour moi, comme pour toi, Bibiana, de toujours rappeler le chemin exact qui nous mène jusqu'à ce moment où nous, moi, Abdallah Taher, arrive à écrire et arrive à me faire publier. Mais j'estime, d'une manière non pas grandiose, mais d'une manière très objective, que le combat, que les guerres que je mène, moi, sont un petit peu pas aussi grandes que celles que ma mère a menées. Parce que quand je suis né en 1973, cette femme, ma mère, avait réussi donc à trouver un autre homme, le programmer et à immigrer jusqu'à la ville de Rabat où je suis né. Donc l'écriture qui surgit de moi et qui surgit en moi n'est pas seulement le fruit de mes études à l'université, ne vient pas seulement parce que j'ai rencontré Victor Hugo et Charles Baudelaire,
mais plutôt parce que j'ai vécu à côté de cette femme qui a fait tout ce chemin et surtout qui n'a jamais cessé de crier, et qui s'en foutait complètement que les gens la prennent comme une femme mauvaise, comme une femme méchante, comme une femme indigne. Je dirais même que l'homosexuel que je suis né en 1973, a aussi appris de cette femme à comment exister et résister et crier. Voilà. L'écriture n'est pas seulement une histoire de connaissances universitaires ou une connaissance académique. C'est quelque chose qui vient des racines et d'un imaginaire qui nous dépasse et qui continue de circuler en nous. Et je dirais même d'un cri qui nous a précédés, un autre cri qui nous a précédés. Et nous, en tout cas moi, je ne fais que poursuivre ce cri. Voilà pour commencer. Crier tout le temps. Hello. I also want to thank the festival and all you for inviting me here and coming here. I want to apologize for my English because it's not my native language, and so I actually, when I speak Russian, I can do much better. You can imagine that everything I say is like twice as smart. So I'm very touched by both of your stories, but I was like in a kind of a panic, thinking of what I can suggest here, and I decided not to start from my past. Although, no, okay, I'll say a few words about my past. I think I had a chance to become a writer due to the fact that in Russia we had quite a very narrow period of freedom in which you could actually, like in which I could, being absolutely, like I'm coming from a normal family which has nothing to do with literature, philology, or whatever. My mother is a programmist, and my father was a geophysician. So I had the opportunity to enter the university because at that period of time, like in the end of 90s, in the beginning of 2000s, it was a period when it was really, if you wanted to reach some goal, that was possible. So I just decided to study philology, and I started studying philology. And then the same happened with me becoming a writer. At that period, we had a possibility of really proposing your texts to various publishing houses, and we had various publishing houses. Now we have one. And yes, one huge which swallowed all the small. And I could write whatever I wanted. So now I think of that time as of some lost paradise, and I actually lost I lost not only that freedom, but the country itself. I currently live in Tbilisi. It is a city in Georgia. I left. I'm kind of a writer in exile. I left Russia after the war started, and I'm safe as a living body, but I really feel that this maybe, in a way, that may ruin me as an author, because when you write in Russian, you actually need to be surrounded with Russia. So and of course you need to be published. And all the readers, most of the readers are also there. So as Russian language is my main tool, I just try to figure out how I can do without it, because I cannot skip to another language
And this language is somehow, like, it looks a little bit doomed at the moment. ¿Te preocupa entonces lo que pueda pasar? What can happen, like, in what way? No, con la escritura, con la literatura, con... Well, actually, most of bad things have already happened with writing and literature in Russia. 2 days ago, we have some writers that left Russia after the war started, or a little bit later, because it is really, like, the choice is very narrow. You either stay there and keep silence in all ways, like you keep silence in conversations and you keep silence in your books. You just pretend that nothing is happening, and you write about something else. That is possible, but I didn't think I could do that. Or you struggle, you try to do something about the situation, but that is that way finally brings you to prison, and some of my friends are already there. So, or you leave, but then you are separated from your main tool, from the language itself, and of course from the material that is there. So. What happened is that those who stayed are either silent, or they are quite happy with what is happening there. And 2 days ago, they came up with forming. It is called the Creative Union of 24th of February, which was the day when the war started. And that Creative Union of 24th of February is a union of writers, Russian writers, and I know half of those guys. I am like 10 or maybe 15 years ago, we were drinking vodka together after some literary festivals, just like this one, and we were friends. So now they came up with that statement that all the enemy writers, like myself, those who betrayed their country, should never be published in Russia anymore. And so that all the money should be transferred to them because they, as they say, because they stayed with their people. Wow. And that is so Soviet. That is all the words are from my Soviet childhood. Madre mía. A mí, wow. Wow, es que claro, es una situación muy compleja. Fíjate que podríamos seguir hablando sobre esto, pero y si a ti te apetece comentar algo más, en cualquier momento hazlo. No, I think someone should make a joke now. No, lo que a mí me gustaría quizás es que... Oui. Est-ce que pour toi, Bibiana, écrire est une guerre? Conmigo misma y con el mundo, sí. Sí. Quizá yo creo que lo que sería interesante o hermoso es que habláramos, ¿no? Quizá cada uno un poco de su libro y precisamente de qué es lo que esos libros dicen que no se puede decir, ¿no? O que constituye nuestra guerra o nuestra dificultad. Creo que eso sería hermoso. Y pensar un poco también qué ha ocurrido con esa recepción. En el caso de Ana es llamativo que, siendo una autora de ciencia ficción maravillosa y reconocidísima, en España haya tenido tanto calado un libro que no es precisamente sobre ciencia ficción, ¿no? Que es el de Tienes que mirar. Entonces, quizá podrías hablarnos un poquito de él y luego Abdela un poquito del tuyo y ver, porque creo que lo que tienen en común precisamente son libros que hablan de aquello de lo que generalmente no se habla, aquello que no se enseña, aquello que no se pone en el foco, esas cosas. Oui, je suis assez d'accord que face au silence qu'on essaie de nous imposer d'une manière ou d'une autre,
Et il faut toujours trouver des stratégies pour briser ce silence et trouver le moyen d'exprimer quelque chose. Pour ce qui me concerne, moi, cette guerre, pour moi, je suis en permanence en guerre, déjà parce que je suis homosexuel et que quand j'étais enfant, j'avais l'impression que j'étais dans l'enfer et qu'il n'y avait que l'enfer comme destination finale, mais que la guerre, justement, qu'il fallait mener, c'est de ne pas accepter ce que le monde me disait que je suis dans l'enfer et que je n'aurai que l'enfer comme espoir et comme destination. Donc il fallait d'une façon ou d'une autre trouver un espace à l'intérieur de moi, de mon petit corps d'enfant, de mon petit corps d'adolescent, un espace où j'inverse tout cela, où je renverse tout cela, où je brûle tout ce que les autres peuvent dire comme diktat et comme ordre et comme annihilation et comme programmation d'une mort quotidienne. Et je crois que je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie, mais très certainement j'ai fait comme ma mère, j'ai imité ce qu'elle faisait et j'ai pu trouver cet espace où justement la guerre que je dois mener ou que je mène tous les jours ne sert pas à détruire d'autres gens, mais plutôt à trouver une forme de réconciliation avec moi-même et avec le désir de faire des choses, le fait de dire ma mère, elle regarde tout ce qu'elle a fait pour nous, elle ne peut pas comprendre l'homosexualité de son fils, elle ne peut pas protéger l'homosexualité, moi en tant qu'homosexuel, mais moi je peux m'attacher à cette femme-là parce que ce n'est pas elle qui est homophobe. Ce ne sont pas mes sœurs qui sont homophobes ou bien racistes. C'est le système politique, les gens qui dirigent le Maroc, qui utilisent les personnes, même les plus proches de nous, pour nous tuer. Et ça, c'est quand j'ai compris ça, ça a été une forme de révolution dans ma tête. Que ma mère, même peut-être quand elle m'insulte, ou que mes sœurs, même quand elles m'insultent, ou quand elles me regardent, au Maroc, on dit d'une manière basse. Même quand elles me regardaient de manière basse, il fallait que je me dise que les mots, que le regard qu'ils avaient vis-à-vis de moi, ce n'était pas leur regard, ce n'était pas leur parole, c'était le parole du pouvoir qui voulait nous tuer. Donc la guerre n'était pas une guerre pour détruire, mais plutôt pour arriver quand même à s'accrocher à cette vie, à la beauté de mes sœurs. J'ai 6 sœurs, elles sont toutes plus âgées que moi, et donc, c'est-à-dire qu'elles sont nées avant moi et elles ont eu le temps de construire un cosmos entre elles, une forme de solidarité. Et moi, je croyais sincèrement que, d'accord, je suis un garçon, je suis homosexuel, mais je suis comme elle, je suis une fille comme elle. Donc, ça me paraissait pas une insulte, puisque je suis là pour les aider et pour s'inspirer d'elle, et que par exemple quand elle voulait faire le sexe avec les voisins et avec le poissonnier et avec le monsieur qui vendait la glace de temps en temps, j'étais le messager d'amour, j'étais le messager sexuel. Je trouvais que c'était, pour l'enfant que j'étais, je trouvais que c'était peut-être la chose la plus belle que d'être moi, ce garçon, cet homme que la société marocaine désigne comme l'homme fort, qui doit faire que les sœurs se soumettent et deviennent des femmes comme il faut. J'étais celui qui, au contraire, les aide à tout faire sauf ça. Donc, un des plus grandes guerres, un des plus grands épanouissements que j'ai, je dirais même fierté, c'est que voilà que ma mère, régulièrement mes sœurs me prenaient la main, me disaient « Viens avec moi, je vais à l'amour ». Mais c'était vraiment ce qu'elle disait en arabe, ce n'est pas une métaphore poétique. Donc, et toutes ces choses que je suis en train de dire, ça se passait d'accord dans un sentiment de guerre, mais ce n'était pas une guerre parce que ça ne m'intéressait pas de vouloir être le plus grand, le plus fort ou celui qui a raison. Mais je voulais être une fille comme mes sœurs, mais pas comme oublier que j'étais garçon. Hein. Je ne sais pas être transgenre. Puisqu'elles étaient 6 et j'étais 1.
les deux frères étaient vraiment très hétérosexuels. Donc, elle ne comptait pas. Donc, j'estimais que j'avais de la chance. Il y avait 6 filles et moi. Et il y avait quelque chose entre eux, entre elles et moi. Et je dirais même mieux que cela, malgré tout ce que le monde leur faisait et leur disait de me dire, elles étaient comme moi homosexuelles. Elles vivaient avec moi l'homosexualité. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est que la guerre, parce que là, parce qu'on est réunis autour de ce thème, parce que quand même, je ne sais pas comment dire, pour un enfant, l'idée n'est pas qu'il devienne successful, qu'il soit star, mais plutôt qu'il s'accroche à une certaine idée de l'amour, tant qu'elle est encore là devant lui ou elle. Et mon petit esprit de petit enfant, ou je dirais mon intelligence suprême, m'a fait m'accrocher à ces femmes, même si elles ne me protégeaient pas complètement. Pour moi, la guerre, elle était là. Après, quand je suis devenu écrivain, je ne fais que appliquer. En fait, pour tout le dire, je suis écrivain parce que je suis le fils de cette mère, Mbarka, et dans le sillage, le frère de ses 6 sœurs. Voilà. Je suis leur voix et pas seulement moi, mais tout ça avec moi. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Est-ce que tu as des frères et sœurs, Anna? No, no. That was my biggest problem as a child, that I was alone, and maybe I actually that's why I developed a lot of plots inside my head, because I didn't have anyone to discuss that with. And in what age were you born in France, or you came there at some point? I didn't quite understand. Non, je suis né au Maroc et j'ai vécu 25 ans au Maroc. Donc, et après j'ai immigré, 25 ans. You were 25. Yes. Okay. So, but you were not a child, right? No, I was 25, yeah, a man. I see. I'm sorry about the question. Well, Ana, cuéntanos un poco sobre Tienes que mirar. Look at him. Je n'ai pas parlé de mon livre, je suis désolée, Bibiana. J'ai parlé de tout sauf mon livre. Mais je suis désolée, je n'ai pas répondu à ta question. Is your book also somehow... I'm very sorry because I haven't read your book. It's not translated in Russian, I guess. But are those things you've told us about somehow connected to the book, to the plot? Oui, toute ma famille sort dans tous mes livres. Je ne peux pas. Je trouve que ma famille est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée dans la vie. Donc voilà. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Ça m'intéresse. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Bibiana? Ça m'intéresse, voilà, comment vous avez géré toutes ces guerres et est-ce que... Bueno, yo si queréis os cuento un poquito de Yeguas Exhaustas, de qué es lo que pasa ahí, porque efectivamente la familia, el imaginario va a ser realmente importante. ¿Cómo os contaría yo? ¿Qué es lo que pasa en Yeguas Exhaustas, ¿no? Como os he dicho antes, hay una protagonista que se llama Beatriz, y que se va a estar enfrentando a pequeñas situaciones que aparentemente parecen más o menos cotidianas, pero que la van a ir marcando, que van a ser fisuras que al final hagan que todo estalle, ¿no? Es decir, la guerra que en realidad aparece en este libro y que creo que en cierto sentido aparece en todos, es una guerra contra el imaginario que tenemos, que nos atraviesa, que nos cruza, y que en Yeguas Exhaustas tiene que ver con ese imaginario heredado de la pobreza, ese imaginario de los de abajo, como digo en el libro muchas veces, y que va más allá en realidad de lo puramente económico,
¿no? En el libro aparece la madre, aparece la abuela, esas mujeres que son en realidad las que dan título, esas yeguas exhaustas, esos animales que trabajan muchísimo, que son fuerza de trabajo, que acababan casi extenuados, que pasaron por las circunstancias que pasaron. Pero la que habla es esa Beatriz, que ya no tiene la misma circunstancia que su abuela, que ya no tiene las mismas circunstancias que su madre, pero que sin embargo sigue compartiendo ese imaginario, ¿no? Esa cosita por dentro que nos rompe y que nos marca. Yo siempre digo una cosa y creo sinceramente que es así. Mi madre, aunque el día que se muera tenga 3 mansiones y 13 coches, que no creo que sea así, se morirá pobre. Porque la pobreza está aquí. Porque es una cuestión de cómo pensamos el mundo, cómo nos sentimos. Es una cuestión de que estemos en un escenario así de grande y uno esté nervioso porque sienta que efectivamente ese no acaba de ser su espacio, o que vaya a hacer un papel en una ventanilla y se sienta incómodo, o que alguien le recuerde que quizá ese no es el espacio en el que debería de estar. Pues sobre esas anécdotas es sobre las que nos va a hablar Beatriz. Entonces va a aparecer, por ejemplo, el momento en el que llega a la universidad y cómo ella intenta hacer carrera, intenta salir adelante y se da cuenta de que las otras personas que están en ese circuito por entrar no parten de las mismas circunstancias y que eso la va a marcar. O pequeñas escenas familiares que van a estar saliendo todo el tiempo a la luz, que tienen que ver, por ejemplo, con la música. ¿Qué música escuchamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué maneras de hablar tenemos? Aquí se me va a volver un poco loco los intérpretes, pido perdón ya de antemano, porque no sé cómo se va a traducir esto, pero claro, Beatriz, por ejemplo, crece pensando que su casa debe ser la única del mundo en la que escuchan cosas como Manolo Escobar y Perlita de Huelva, y que el resto de casas del mundo escuchan a todas a Bob Dylan o a Leonard Cohen. Y que la rara debe ser ella, ¿no? Y cuando ella se va haciendo mayor y va entrando en determinados espacios, hay alguien que le está señalando todo el tiempo esos referentes como si, bueno, no fueran los adecuados en ese espacio. Esto que da un poco de risa. En realidad creo que es una experiencia que casi todo el mundo habrá pasado. Si no es con la música, será con el cine o con cualquier otra cosa. No sé si alguna vez habéis tenido cerca a alguien que os ha dicho: ¿y de verdad no conoces a este director de cine? ¿Y no has visto esta película? ¿Seguro que no has visto esta película interesantísima? Claro, cuando alguien nos hace esa pregunta, nos está señalando desde arriba, está siendo condescendiente, está marcando que nos está hablando desde una élite, está señalando que nuestros referentes no son igual de legítimos o que no están en el mismo espacio o en el mismo lugar. Pues de eso es de lo que me interesaba hablar, ¿no? De esas escenas que constantemente nos recuerdan dónde estamos, qué es lo que ocurre ahí. Creo que se ha solucionado ya, Ana. Yeah, I'm sorry about that. As you said that translators would have some problems, at that very moment my battery went low. And han colapsado. Yes, it was just no translations. So I no te preocupes, no te preocupes. He dicho Manolo Escobar y ha colapsado. Dios mío de mi vida, esto es un poco trampa. Bueno, hablaba de eso, de que en el libro hay pequeñas situaciones que tienen que ver con la música, con el cine, con la manera incluso de comer. Hay una escena muy chiquitita, muy sencilla, por ejemplo, en la que ella está fuera, está con una beca Erasmus, está estudiando en el extranjero y está comiendo en la mesa, en el comedor universitario. Y entonces coge una pieza de fruta y la come sin darse cuenta. ¿Cómo se come la fruta en su casa? Coge el cuchillo, parte de la fruta y se lo lleva directamente a la boca. ¿Cómo han comido toda la vida los pastores en el campo encima de una roca? Y los compañeritos universitarios la miran y se ríen.
como que les hace mucha gracia, ¿no? Ni siquiera es ofensivo, es solo que les hace mucha gracia la manera de comer. Y ella automáticamente se siente como muy señalada, ¿no? Siente que eso es una marca de origen y además dice, desde ese día ya no volví a coger la fruta, ya cogí siempre yogur, ¿no? Son esas pequeñas escenas donde de repente hace clac y algo de ese imaginario emerge. ¿Y qué es lo que pasa, no? Desde esas escenas más chiquititas a otras que van a ser mucho más graves, que van a tener que ver, por ejemplo, con eso, con el mundo universitario, con las dificultades para entrar como profesora en una institución superior, con las relaciones de poder que se establecen, que además ahí sufren de una doble tuerca, porque Beatriz es una mujer y va a aparecer por ahí un profesor universitario, hombre, más mayor que ella, que va a aprovecharse en todos los sentidos, ¿no? de esa situación. Ya te he puesto un poco al día. Thank you. Thank you so much. No. It just reminded me about the story that my friend, she was a very famous anthropologist in Russia, but she is now announced the enemy of the state, so she escaped from there, and she now is settled in Paris. Wow. So she told me, yeah, she's a part of this program, Scientists in Danger. So being, there is a program, Scientists in Danger, wow. when you escape from the regime and such things, because in Russia she would be in prison. But I am not talking about this again. Like she told me the story that she, like 2 weeks ago maybe, it's just the same. She came to, and they had some kind of party with other anthropologists, with French anthropologists, and she's a Russian anthropologist. And they had meals, various food, wine, and everything, and there was cheese. And she started, like, maybe it is a Russian tradition, but if there is a piece of cheese, you cut it into pieces, and you invite all the others to take it. And in Russia, I'm not sure about Spain, but in Russia, cheese is what you eat before the meals. It's not a dessert. And in France, it turned out to be a dessert. And she said that no one was really making fun of her, but that they all laughed. And she said, like in your story, and she said that she felt absolutely like from that she came from space, from another planet. Yeah. Okay, and as for my book, I was talking about our books, right? It's a pity that I need to tell you another sad story, because I do write a lot of funny books, just trust me, but this Look at Him, in Spanish it is Tienes que mirar. It is a documentary book it is my personal story, and that was really my attempt to somehow defeat the whole system. I mean the medical system. I have 2 kids, and my older daughter is 19 now, and my younger son is 8. But between them, there should have been another child, and that was very unfortunate pregnancy, because due to some malformation, that boy was not going to survive. So I found out that he's not going to survive when I was approximately in the middle of my pregnancy. And the medical system in Russia is rather, it may sound rather strange, but you can, if you have enough money for private clinics, you can use them all your life, and you can have no idea of what is happening in the so-called governmental clinics. And those governmental clinics, they are the descendants of the Soviet system, and they are still Soviet. So if something happens, if something goes wrong with pregnancy, private clinics immediately kick you off to that governmental system. They say, like, we don't deal with such things. And that is one of the phrases that I use in the book a lot, such things. Because such things is like some
female things connected to it's like to sex, gynecology, giving birth, and some ugly, nasty, bloody things that should be somehow hidden. So even the doctors did not dare to call it as it was. They said, okay, such things, some bad pregnancy. So I had to go to governmental clinic to solve, they also call that solve the problem. And and here I need maybe to explain that Soviet system, we had what we call the punitive gynecology and also punitive psychiatry, meaning that those two departments, medical departments, were the most cruel, and actually they sometimes even were used as to punish someone who for instance, dissidents, not gynecology but psychiatry. But gynecological system in Soviet Union was always extremely cruel to women, and it somehow followed the path of they had a very special understanding of the concept of strength. A woman, as each member of the society, just like in Sparta, should be strong, because if you are weak, you are a bad member of this, you are a bad tool in this big organism. So you need to be strong, and only if you are strong, you get some respect. If you are weak and if you complain, if you have some problems, and if, like with that Spartan boy who is bitten with a fox and who needed to be silent, because if the fox bites you and you scream, it means that you are weak and you are actually doomed. You need to, like, strength and respect in this Soviet approach implied that if you are grieving, if you are losing your baby or whatever, you should keep silence. That is a virtue not to show your grief. And all the doctors deal with this with no compassion at all. Absolutely, they and it's not an appropriate thing to do, even, for instance, to call this unborn baby a baby, because again, in Soviet Union, abortion was a means of contraception. So if you call that a baby, that would imply that women did really bad things, and for them it was contraception. And so all the system implied that nothing bad was happening at all. And they were really surprised that I was grieving, crying, and they were even more surprised when I asked them if that would be possible to keep this pregnancy to the term and then to say goodbye maybe to the baby, because they had no regulations for that. They insisted that it should be terminated immediately, and there were no possibility actually to choose another path. So afterwards, when the problem was solved this way or another, in a year after that, I decided to write a book about this whole anti-human approach. And it was not, I wanted it to be not only aimed at protecting like women with pregnancies at risk. It was just about this anti-human approach which still perceives with us. So I even, like, when one of the doctors was very rude to me, and my husband, he was furious about that, and he said, okay, I want to go, and like, I want to kick his face for that, for what you've told you. And I said, no, don't do something, don't do anything, I will kick him with words afterwards. So I wrote the book in order to break, and it is also a very unsafe topic. It is a taboo. You cannot actually talk about that
in face of the audience, and especially in a book, because books are not created for talking about such ugly things like gynecology and all that stuff, women's stuff. So after I published a book, the war really started, because it was a great scandal. And like I was a little bit worried about this book when I wrote it, that it is so sad that no one was going to read it, but I was mistaken. Everyone read it, because all the media wrote how awful the existing of the book is. And this book was shortlisted for quite a prestigious award, which is called National Bestseller. And the jury, it got into the shortlist, and the jury said that it is a shame to have such a book in the shortlist, because literature is not for such things. They used the same words. So I don't know what to add to this. Another sad story of mine. Creo que es interesante eso, que los tres libros están hablando y señalando cosas que siguen siendo tremendamente incómodas, siguen hablando de cuerpos que están, de cosas que suceden y que suceden además muy a menudo, mucho más de lo que pensamos, y que siguen siendo tratadas como anomalías en cierto sentido. A mí personalmente quería preguntarte sobre si te sorprende la buenísima recepción que ha tenido fuera, por lo menos en España. Yo creo que ha sido un libro muy importante, que te rompe cuando lo lees, que te rompe muchísimo, y creo que hay muchos lectores muy emocionados con ello. First, I was very surprised about that, and actually, well, it sold very good in Russia, although it was like ugly, nasty things, but people really wanted to read it, so it sold good in Russia. But Spain was on the second place. The book was translated into several other languages, including English, but only Spanish readers somehow wanted to read it, and there were several editions. And yes, first I was very surprised by that. And so when one of the journalists, and I gave a lot of interviews about that book for Spanish journalists. So I just asked one of them, as if I was interviewing her, why are you Spanish so interested in this Russian Soviet nightmare? Why? And then she explained me a little bit. So I understood that for Spanish readers, it is also about what you've mentioned, about losing control over your body. But it's on the opposite side of this. You know, this is the on the polar side. Like in Russia, I lose control in the way that I cannot prolong this pregnancy, and I need to terminate it in the most cruel way that you can imagine. I'm not going to describe it, but it's bad. It's not up to date, so to say. And not only in Spain, by the way, but in Latin American countries as well, that is when we talk about this late termination. It is another, just the opposite program. You sometimes cannot make an abortion if you want it. You also lose control over your body, because some people in the government, or I don't know, in the church, they decide for you that you need to keep it to the term. And actually what I was aiming at is at proving that actually a woman has the right to choose. One of that, like that both options should be open, and even if she chooses, but that there should be no space for
even if you have a right to do that, but everyone looks at you and says, okay, look what she has done. She has committed a sin. That this reaction is also like it's medieval. So what I think why Spanish women and maybe men like the book is that they also want to have that control over their decisions about their bodies. Yo creo que hay un hambre en general por hablar de todo aquello de lo que no se podía hablar. Y en los cuerpos, esos cuerpos y esa falta de control en muchos casos está precisamente en la palestra. De hecho, aparecieron varios textos, más o menos en el tiempo en el que se traducía tu libro, que trabajaban con eso, con la idea de duelo perinatal, todo lo que tiene que ver con el momento de gestionar el cuerpo antes y después de eso, y más allá, ¿no? En fin, nos queda muy poquito tiempo. Si queréis, podemos dar paso a ver si alguien se anima y nos Moi, j'ai 6 sœurs, donc j'ai assisté aux grossesses de mes 6 sœurs, à plusieurs grossesses. Donc j'étais le petit enfant qui aidait mes sœurs. Donc j'ai assisté aux accouchements, toutes ces choses des femmes, voilà, que les hommes ne sont pas censés connaître. Moi, je les connais intimement. J'ai porté les enfants de mes sœurs sur mon dos. Je ne dis pas ça pour dire que je suis un grand homme, mais c'est juste pour dire que peut-être que l'homosexualité me rapproche encore plus de la réalité sexuelle et biologique et tout ce que le corps des femmes produit. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose en tout cas qui m'est étranger. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de mon livre, donc ce n'est pas la peine que je parle, je crois, de mon livre. J'ai encore 1 minute pour parler de mon livre. Comment je vais faire? En tout cas, j'ai écrit plusieurs livres. Plusieurs sont traduits en espagnol. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Bibiana. Par rapport à tous ces détails qui nous trahissent et qui trahissent notre origine sociale et qui nous ramènent nous-mêmes à une forme de pauvreté intériorisée en nous-mêmes. Je suis né dans un monde arabe qui parle la langue arabe. J'ai fait mes études en langue arabe, mais j'écris mes livres en langue française. Mais je ne suis pas allé en langue française avec l'idée que la langue française était supérieure à moi et que Paris et les Français, c'était des gens qui exerçaient la liberté mieux que ma mère et que mes sœurs. Pour une raison très simple. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des gens marocains riches, bourgeois, qui passaient à la télévision marocaine dans les années 80, ma mère et mes sœurs les détruisaient. Elles faisaient une critique du pouvoir marocain et des riches marocains qui utilisaient la langue française, la langue des Lumières, mais qui est en fait la langue de la colonisation française pour nous au Maroc. Et comment le pouvoir marocain et les riches marocains continuent de soumettre la population marocaine en utilisant une langue qui n'est pas la leur. Et en leur disant, la langue arabe, quand vous ne maîtrisez que la langue arabe, vous êtes pauvre dans votre propre langue. Mais ma mère et mes sœurs, dès qu'il y avait ces gens qui passaient à la télévision, le pouvoir, les gens du pouvoir, les riches, les intellectuels marocains qui avaient étudié à Paris, à la Sorbonne et qui rentraient au Maroc, nous civilisaient en utilisant les méthodes françaises. Ma mère, quand elle entendait ça, elle riait aux éclats, elle les détruisait, elle détruisait même le roi Hassan II, un grand dictateur du Maroc des années 80, quand il faisait ses discours en direct, elle détruisait sa façon de s'habiller, et il disait voilà ce qu'il va dire, voilà il va citer le Coran, voilà ça. Donc cette destruction du discours politique, du discours en utilisant une langue étrangère comme censée représenter la liberté mieux que la langue arabe, c'est quelque chose qui a été une grande leçon pour moi politique et littéraire. Et quand je suis arrivé à la langue française, je n'y suis pas arrivé en devenant un petit arabe qui veut juste être accepté par la France et les Parisiens. Mais au contraire, en essayant d'être dans cette non-peur que ma mère ne faisait qu'exprimer. Et tout cela, je le répète, venait d'une femme campagnarde, analphabète. Mais pour moi, elle était tout sauf analphabète.
parce qu'elle comprenait et qu'elle n'avait même pas peur du roi. Et quand les polices venaient à la maison frapper à la porte pour dire vous n'avez pas le droit de construire une nouvelle chambre dans le premier étage, cette femme s'inventait et réinventait en elle des langages pour savoir comment parler à la police et comment manger la cervelle du pouvoir et de la police. Voilà. Donc c'est juste pour dire que ce discours de pauvreté que tu dis, et je le comprends parfaitement, et qu'il existe, et qu'il existe autour de moi dans le monde, mais que pour ce qui concerne moi, heureusement, il y avait cette femme qui n'avait peur ni du roi du Maroc, ni de la police du Maroc, ni de la France, et que pour elle, l'idée de la liberté, de l'émancipation, c'était quelque chose qu'elle construisait, elle, pour elle, à côté de nous. Et que quelque part, l'écriture et le modèle que je dois suivre en tant qu'indigène, ancien, colonisé par la France, c'était celui de ma mère. Ne pas aller à l'écriture en me sentant petit à côté des écrivains français, à côté des écrivains espagnols, à côté de tout ce monde occidental qui se présente comme la liberté et l'émancipation, et comme si la liberté et l'émancipation que ma mère exerçait et inventait et réinventait n'avaient pas autant de pouvoir et autant d'effets, et surtout autant de révolutions que celles qui se passaient à Paris. Donc voilà, l'écriture est certainement quelque chose de révolutionnaire, mais pas totalement en suivant ce qui se passe en Occident. En Occident, en France, il y a encore un langage extrêmement colonisateur qui voudrait que quelqu'un comme moi se soumette et dise que le Maroc et les Marocains sont des analphabètes qui ne comprennent rien et que la langue arabe, c'est la langue de l'islam et de la soumission. Or, je n'ai pas grandi dans ça. J'ai grandi à côté d'une femme qui s'en foutait complètement que les voisines l'appellent sorcière. Et elle était sorcière, de toute façon. Non seulement elle était sorcière, mais elle m'a appris à faire la sorcellerie. Et je continue d'appliquer cette sorcellerie avec mes amants sexuels à Paris. Merci maman. Merci ma mère. Bueno, si alguien quiere intervenir y hacer alguna pregunta. Ah, maintenant on peut voir les gens. Tout à l'heure vous étiez dans le noir. Sí, ahora os vemos. Antes veíamos la negrura, ahora os vemos. Sentimos un poquito más cerca. Oui. Oui, Ah, j'ai une là. question pour Mohamed Taya, justement sur la question de sorcellerie et toutes ces djinns, les questions les esprits qui sont dans le livre, qui sont très importants. Et comment est-ce que justement on arrive, parce que ça fait plutôt partie d'un imaginaire qui est lié sans doute à la langue et la culture arabe, même si on a aussi nos sorciers en France. Et du coup, c'est quelque chose qui traverse les langues, où on arrive à bien exprimer, même en parlant avec une autre langue. Parce que souvent, c'est le pouvoir de la langue, le pouvoir de la sorcellerie, c'est les invocations, les choses comme ça. C'est sans doute pas très facile de le transposer dans une autre langue. Ah bah, je suis la preuve contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne en utilisant la sorcellerie arabe, marocaine. Et que quelque part, l'écriture est une affaire de sorcellerie. Et que la sorcellerie, en tout cas pour moi, telle que je l'ai vécue, je l'ai vue avec ma mère, mes sœurs, mes tantes, les prostituées marocaines, qui sont les femmes les plus extraordinaires au monde, comment toutes ces femmes, elles savaient que ces hommes étaient que des fantoches, des fantômes à qui on avait dit « vous avez le pouvoir ». Et qu'elles ne pouvaient pas utiliser les mêmes armes que les hommes. Donc elles utilisaient une science encore plus efficace, encore plus importante, qui était liée à l'imaginaire originel, si je peux dire, de la terre, le Maroc, je ne sais pas moi, le Yémen, l'Égypte, et qui n'a pas été effacée par la colonisation française. C'est ça le plus important. La colonisation française a essayé de folkloriser le Maroc et les Marocains. Et la France est partie en laissant de nous, entre nous, une vision pauvre de ce que nous sommes. Mais les femmes continuent de ne pas accepter ça. Et elles continuent d'être méchantes avec les hommes. Et elles continuent de castrer les hommes comme elles doivent le faire en utilisant la sorcellerie. Et j'étais
Mais voilà, c'est peut-être c'est ma chance d'être né homosexuel. Elle n'avait pas honte devant moi. Les femmes n'avaient pas honte devant le petit homosexuel que j'étais. Ils disaient, bon, lui, il compte pas. Lui, il n'est pas important. Et c'est justement cette petite position de moi, le petit garçon qui ne compte pas, qui m'a donné accès à tout cela. Je les voyais tout faire. Et non seulement cela, mais on s'est réveillé en pleine nuit, à 2 heures du matin, et on allait devant les maisons des gens, on jetait les sorts et on rentrait. Et on attendait les résultats. Donc pour moi, ce n'est pas une histoire d'un imaginaire que les gens associent aux mille et nuits et dans lequel ils mettent de l'orientalisme. Vous voyez toutes ces idées qu'on a fabriquées sur les Arabes et les Africains. Pour moi, c'est une science réelle et une façon réelle de résister au pouvoir des hommes et comment castrer les hommes. C'est aussi simple que cela. Ma mère et mes sœurs, enfin ma mère, pas mes 6 sœurs, mes 6 sœurs n'ont pas réussi. Mes 6 sœurs n'ont pas été aussi fortes que ma mère. Mais ma mère, je l'ai vue. Mais quand je dis ça, il faudra bien retenir que c'était comme un moyen légitime de défense. Ce n'était pas dans le but d'asservir ces hommes, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire recours à cela. Voilà, mais vous savez, je peux écrire des livres et des livres sur tout ça. C'est juste le problème, c'est que je ne veux pas révéler les secrets de ma mère et de mes sœurs. Et pour moi, c'est important que leur secret, que ce qui leur a servi de résister dans la vraie vie, reste dans la vraie vie. Je n'écris pas de livres pour leur faire du mal et pour donner certains des armes pour leur faire du mal. Elles m'ont transmis ça, je l'exerce dans mon écriture. Mais vive la sorcellerie, hein. Non? Vous connaissez des sorcières, vous aussi? Est-ce que vous êtes des sorcières? Est-ce que vous pratiquez un peu de sorcellerie? Yo lo que creo es que la editorial ha perdido la oportunidad de publicarte un manual de brujería para captar y dominar hombres. Esto plantéalo, ¿eh? El día que quieras revelar los secretos, por favor, queremos leerlo. Ben, je vais le faire, mais je vais juste ne pas donner les recettes. Je ne donnerai pas les recettes. Parce que si on les donne, il y a quelque chose qui est tué. Voilà. Pierde la gracia. Un momento nada más. Soy Lidia Vázquez, la traductora de Abdelataya al castellano. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con él. Somos amigos gracias a la traducción desde hace tiempo. Y quería decir que aunque Abdelá, y le entiendo lo que ha querido decir hoy, Abdelá dice que la escritura suya es una guerra y que está en guerra contra el mundo y contra esa sociedad y los marroquíes contra esa colonización, ¿no? Pero yo tengo la experiencia contraria como primera lectora que soy de él, ¿no? Que es que, y como el título de hoy es La guerra y la tregua, pues yo creo que los libros de Abdelá son un ejemplo de tregua e incluso de paz. Es decir, que siempre habla de guerras, las guerras de verdad, luego habla de esas guerras sociales, de unas clases contra otras, de unas razas contra otras, de los emigrantes con los que no lo son, con los que, contra los que trabajan, pero luego esas guerras resulta que llegan a esos personajes cuando se individualizan, porque son personas en las obras de Abdelataya, pues entonces se entienden, es decir, que son los grupos sociales los que se hacen la guerra o el poder, como ha dicho él, pero cuando tienen nombres y apellidos, cuando son vecinos, la vecina de arriba con el vecino árabe de abajo, pues al final no tienen más remedio que entenderse y entienden por qué en la guerra tuvieron una actitud y no otra, incluso por qué le raparon la cabeza en la liberación, el delincuente se entiende con el policía. Entonces son historias preciosas de tregua y de paz. Siempre, siempre Abdelataya a mí me transmite eso y le doy las gracias por eso. Qué maravilla. Merci. Merci beaucoup. Merci Lydia. Merci de tout mon cœur. Shukran ya Orti. Bueno, lo hago en castellano y ya traducirán, que están allí los traductores. Una pregunta para ti, Viviana. Te voy dejando una pregunta que también la podría extender a ellos dos, pero tengo otra más específica. Has hablado mucho de tu madre o de la familia, de las mujeres en tu familia como una fuente de inspiración. Eso podría ser el pasado, quizás. A partir de ahora,
¿cuáles crees que son los ejes o los temas que te pueden inspirar hacia el futuro, ¿no? para próximas novelas o escritos que tú quieras compartir con nosotros, tu público? Y para ellos dos, para Ana y para Abdalá, ¿se os puede, o sea, ¿podría yo llevar vuestros textos a una clase, por ejemplo, y decir que sois escritores del exilio, que es como un género también, ¿no? Un marroquí que hasta los 25 años vivió en Marruecos y que su lengua materna es la arabeya, ¿no? El árabe, pues puedo pensar que podríamos ponerte en esa categoría, como una Amin Maalouf, por ejemplo, ¿no? Alguien que es árabe pero que escribe en francés, produce en francés y está en Europa. Y para Ana, que tiene que vivir en el exilio, porque bueno, todo lo que estás contando refuerza esta idea que tenemos de Rusia, si también te consideras una escritora rusa en el exilio o desde el exilio, y preguntaros, por ejemplo, en tu caso, Abdalá, si en el mundo árabe tu novela ha sido traducida al árabe, o sea, ¿se te lee en el Cairo, se te lee en Jordania, por ejemplo? ¿Cómo caería que un escribano, ¿no? Un escritor como tú diga abiertamente soy homosexual, que sabes que eso es otro tabú en el mundo árabe y musulmán? Y en el caso de Ana, quizás ahora, lamentablemente, lo que sí, o sea, es triste decirlo, pero quizás hasta se incremente en tus ventas, porque todo lo que sea también una crítica, por lo menos en Europa, de un régimen como el de Putin, pues es algo también muy bienvenido, ¿no? A nivel de las élites políticas. Por ahí iría mi pregunta. Y para ti, Viviana, lo de cómo te proyectas. Gracias. Bueno, es una pena porque nos queda solo un minutito, entonces voy a intentar ser muy rápida y darles paso a ellos. Solo comentar que en la novela, en realidad, Yeguas Exhaustas no está contando el pasado. La historia que se cuenta, aunque aparezcan esos personajes que siguen marcando, no es la historia de las generaciones anteriores, aunque estén ahí, sino es de las presentes y de las futuras. Algo que a mí me parecía muy importante de hacer con este libro, que al final es una especie de catálogo, de muestrario de violencias de clase, de señalamientos, y cómo eso va a mostrarnos cómo ese ascensor social que nos han prometido no es así, sigue funcionando y seguirá funcionando, ¿no? Yo que soy profesora, este año tutora de primero de bachillerato, el año pasado de segundo, estoy mandando a chavales a la universidad donde sé que se les ha hecho una promesa que en muchos casos no van a poder cumplir, sino en la mayoría, ¿no? Es decir, lo que a mí me interesa tiene que ver con esa fisura, con eso que no encaja, con esa promesa que se ha roto, ¿no? Con esa falsa modernidad o ese falso progreso que en realidad no ha llegado realmente a eclosionar, y por ahí va. Entonces, es verdad que aunque está toda esa genealogía, son textos que están mirando, están analizando profundamente el presente y el futuro, creo y quiero, y por ahí seguirán yendo las cosas, pero se nos acaba el tiempo. Les dejo. Nos hemos quedado sin tiempo. Contesta, por favor. I'll try to be very short. As I now live in Georgia, I understood that I need really that the only way for me is to use the real circumstances around me. So I had an idea of a novel when I was before the war, when I was settled in Moscow, and I found a way to preserve the whole story, but I changed the circumstances. So now part of the plot is part of the action is taking part in Georgia, which is actually very good because there are some witches, monsters, and by the way, a lot of witchcraft in this novel. This is sci-fi. This is not about my sufferings. So I explored and researched a lot of Georgian mythological creatures, which are extremely interesting, and no one in the world knows about that. So I decided to add them to the plot, and so that would be a novel combined, a novel with those added Georgian atmosphere and creatures. And I think for that novel it is pretty good. Oui, parce qu'il y a de la sorcellerie dedans. N'est-ce pas? Pour ce qui concerne la question de l'exil, si vous voulez, j'ai la carte de l'homosexualité que je peux sortir pour vous faire pleurer quand je veux.
Mais j'essaie quand j'écris de ne pas sortir, de ne pas trop m'apitoyer sur moi-même et de ne pas trop me victimiser, parce que sinon, ça va être trop sur moi. Et comme je vous l'ai dit, je suis né dans une famille de 11 personnes, il y avait 9 frères et sœurs, et j'ai toujours senti que ma seule chance de survivre, c'est de ne pas accepter le rejet qu'ils exprimaient vis-à-vis de moi. Face au rejet, il faut s'accrocher à ces gens-là et espérer les changer, que moi, personne ne va les changer. Il n'y a que moi. C'est quelque chose que j'ai compris quand j'étais enfant. Et d'une certaine façon, j'ai réussi, puisqu'ils ne m'ont pas jeté dans la rue. Ma mère m'a donné l'argent pour payer le bus, pour aller à l'université à Rabat tous les jours. Elle se réveillait avec moi. Et j'ai fini par comprendre que c'était sa façon à elle de m'accepter d'une certaine façon sans le dire. Donc, je n'étais pas en exil. Même à côté d'eux, l'exil que ce monde me propose, moi, en tant que pédé, en tant qu'homosexuel, entre moi et moi, je ne l'accepte pas. Parce que si je me définis comme étant celui de l'exil, ça veut dire que je suis dans la condamnation et la solitude éternelle. Je ne veux pas être seul. Ça ne m'intéresse pas d'être seul. Je vis seul à Paris et j'ai des problèmes en ce moment avec Paris, avec la France, parce que je vois qu'il n'y a pas de gens auxquels je peux m'accrocher. Je me suis accroché à ma mère, je me suis accroché même s'il me rejetait. C'est-à-dire que l'amour qui n'existe pas, en fait, l'amour, quand il n'existe pas, on n'a pas d'autre choix à un moment donné que de l'inventer pour ne pas mourir. Je ne voulais pas mourir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne vais pas dire, ma mère, je suis pédé, accepte-moi, parce que si je lui disais ça, elle va me rejeter, elle va exercer le pouvoir de la société encore plus sur moi. Donc, quand j'écris mes livres, je les écris à partir de cette tentative de m'accrocher à eux. Je ne les écris certainement pas en me disant je suis un exilé et que je suis mieux que ma mère et que je suis mieux que mes sœurs et que c'est moi qui comprends le monde mieux qu'elles. Non. Parce que si je suis dans cette position, ça veut dire qu'il y a une forme de supériorité qui va amener juste une littérature égocentrique, narcissique, qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Pour finir. Merci beaucoup. Bueno, muchísimas gracias. Merci. Merci à vous.